Merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné, pour le support. Si vous aussi voulez supporter le podcast monétairement, bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la course en googlant Patreon, le Monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ces dernières semaines, on est vraiment en feu. On est chanceux. On a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui acceptent Yes. de nous donner de leur temps. Beaucoup d'athlètes de Québec, présentement de l'Université Laval, précisément, euh, présentement en camp d'entraînement à Flagstaff. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Jean-Simon Desgagnés, qui a tout récemment obtenu une médaille d'argent sur 3000 mètres. Ça s'était décidé au sprint final avec son coéquipier Thomas Fafard. Et une médaille d'or aux 1500 mètres au championnat canadien universitaire encore une fois le lendemain. Encore une fois, une course ultra serrée, celle-ci encore plus. On l'avait mentionné au dernier épisode de Nouvelles, ça s'était joué par une centième. Je viens le regarder, puis pour de vrai, tu regardes ça. Moi j'étais sûr que l'autre t'avais eu. Ça s'était vraiment joué au photo finish. Mais bon, j'ai déjà vu comment ça fonctionne le photo finish. C'est très précis. C'est une machine qui est capable de voir. Une chance qu'on a ces machines-là pour les situations comme ça. En tout cas, une fin de course enlevante que je vous invite à regarder. Je pense que je les mettrai en commentaire dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Jean-Simon, de nous donner de ton temps ce soir. Ben, cet après-midi pour toi à Flagstaff, début de soirée, ce soir pour nous au Québec. Pour commencer, je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois une première fois. Même si c'est pas la première fois que je te reçois, je t'avais déjà reçu au tout début du podcast, je pense, dans les 20 premiers épisodes avec Jessie Lacourse. Mais bon, ça avait été bref, 30 minutes, qui est environ l'équivalent de 15 minutes par athlète. Cette fois-ci, on aura un peu plus le temps de voir ton parcours au complet dans un plus grand angle et de parler de tes récentes performances. J'oubliais aussi un tout nouveau de cette année, sub 4 miler, donc couru sous 4 minutes au mile. Ça, c'est l'équivalent pour ceux qui connaissent les pistes d'athlétisme. C'est 4 tours de 400 mètres, chaque tour en bas de 60 secondes. Et même une petite affaire de plus, vu qu'il y a 9 mètres de plus à faire, vu que c'est 1609 mètres un mile, qui est un exploit que avant les années 60, personne n'avait réussi. Même tous les athlètes olympiens n'avaient jamais réussi ça. Et seulement une fois que Sir Roger Bannister l'a réussi, que d'autres athlètes sont mis à le faire. Mais c'est quand même un club très sélect. Je ne sais pas si c'était le deuxième Québécois seulement à l'avoir fait. Es-tu au courant d'ailleurs, on va juste avant qu'on commence sur ton parcours, es-tu au courant, je sais qu'il y a Charles Fulbert Thibouteau qui l'a fait, puis est-ce qu'on a d'autres Québécois qui ont fait une minute, un mile sous 4 minutes? Es-tu au courant, Jean-Simon? Ouais, ben juste cet hiver, là, il y a Kevin et Oui, Matthew qui ont oui, c'est couru en vrai. bas de 4 ok. minutes. C'est vrai. Matthew, Kevin, Charles. Puis si je ne me trompe pas, là, dans les plus vieux coureurs, là, il y a un autre athlète là, qui a déjà couru sous les 4 minutes. Fait que je pense qu'on est 5 Québécois à l'avoir OK. réalisé. Bon. Puis probablement que William Paulsen a aussi déjà couru sous les 4 minutes au mile là, dans sa carrière NCAA, là, qui est aussi un athlète identifié de la Fédération québécoise. Ouais, ok, oui, c'est vrai. William Paulson, c'est ça qui est. C'est sûr, son temps de 1500 mètres vaut un, un mile sub 4 minutes, donc probablement qu'il l'a déjà fait. Mais bon, disons qu'avant cette année, il y avait
2 Québécois qui l'avaient fait, 3 si on inclut William Paulson s'il l'a déjà fait. Et donc, bon, maintenant ça s'étend à 5 ou 6, quand même un club très select. Donc, sans plus tarder, je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois pour une première fois ou une deuxième fois quand j'ai pas eu assez de temps de leur poser la première fois. Jean-Simon, comment es-tu entré dans le monde de la course? Eh boy, grosse question. Mon entrée dans le monde de la course, là, ça date de pas si longtemps que ça. Là. Pour vrai, si on se ramène la course depuis qu'on dirait qu'ils ont toujours fait ça. Là. Moi, mon background, il vient surtout des sports d'équipe, des sports qu'on pourrait dire de ballon. Là. Donc, j'ai joué au football, au frisbee, au hockey, au basket. Donc, on pourrait vraiment toutes les nommer. Puis, j'ai commencé l'athlétisme, là, surtout on pourrait dire en y touchant là, à quelques fois pendant des compétitions provinciales là, de secondaire, scolaire. Puis, clairement, que j'avais remarqué que j'avais un talent puis que j'étais capable de bien me débrouiller. Mais c'est vraiment là, au cégep que j'ai décidé de, bon, là, je vais focusser là-dessus, puis je vais y donner une chance à la course. Fait que je pourrais dire que ma vraie entrée dans le monde de la course, là, ça a été avec mon entrée au cégep quand j'ai joint le club d'athlétisme de l'Université Laval, là, puis que j'ai commencé vraiment à baigner dans ce monde-là. Ouais, donc cégep, t'étais au cégep de Garneau ou quel cégep dans le fond pour être C'était à aussi. Sainte-Foy. Sainte-Foy, oui, 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 c'est vrai, Sainte-Foy. Ouais. Mhm. Donc, les athlètes de Sainte-Foy, c'est comme un peu le club école, si on veut, de l'Université Laval, tu dirais? C'est sûr que moi, dans mon temps, là, il n'y avait pas d'équipe de cross-country au cégep de Sainte-Foy. J'ai comme été dans une période morte, là, dans le sens qu'il y avait une équipe juste avant que j'arrive. Ouais. Puis il n'y en a pas eu pendant 4 ou 5 ans. Puis là, ils viennent d'en avoir une, là, je pense que ça fait 1 an ou 2. Donc, on était quelques-uns là, à aller au cégep de Sainte-Foy puis à s'entraîner avec le club de développement. Mais je pense pas qu'il y avait il y avait autant des athlètes de Garneau que de Sainte-Foy qui s'entraînaient avec le club de développement. Là. Donc, je dirais pas club école, là, mais je dirais que c'était une bonne structure, surtout proche, puis avec un groupe qui était stimulant, puis le fun à s'entraîner avec. Là, donc, c'est surtout ça qui était bénéfique pour moi. Là. Ouais, non, c'est ça. Je me souviens, Sainte-Foy, c'était la grande force. À mon époque, quand je faisais du cross au collégial, cégep, je me souviens que c'était une des top équipes vraiment. Puis ça l'a été pendant un petit bout. Mais c'est quand même fou comment ça peut varier de la top équipe à. Il n'y avait plus d'équipe. C'est drôle comment ça varie au cégep. Donc, toi, t'allais au cégep, mais t'avais pas d'équipe, puis tu faisais juste t'entraîner avec le club d'athlétisme de l'Université Laval, dans le fond? Oui, exactement. C'est pas mal ça. Puis tu sais, quand j'ai rentré au cégep, là, je faisais pas vraiment encore d'athlétisme de façon compétitive ou disons, de façon intense. Là. Je jouais encore au hockey, puis je faisais ça un peu pour le plaisir. Puis c'était comme un sport d'appoint, là, fait que c'était loin d'avoir influencé ma décision d'où aller au cégep. Puis on dirait que de fil en aiguille, tu sais, j'ai bien progressé là, au début avec le club de développement. Là, c'était Sylvain, mon entraîneur, puis je voyais que ça allait bien, ça progressait. Puis déjà, ma deuxième année au cégep, là, j'ai fait une équipe nationale pour les championnats du monde junior en cross-country. Fait que clairement que j'ai vraiment eu une progression rapide. Fait que ça m'a rapidement allumé, puis ça m'a rapidement donné le goût de continuer là, dans ce milieu-là. OK, donc quand même des résultats, une amélioration euh, comme assez rapide qui t'a fait un peu accrocher à ça. Ça ressemblait à quoi ton entraînement à tes débuts, là, comme tu disais que tu faisais même pas vraiment d'athlétisme. Ça ressemblait un petit peu à quoi quand tu t'es rejoint à ce club-là, tes entraînements, ta charge par semaine? Mm-hmm. Ben, tu sais, au secondaire, là, mes entraînements, je pourrais les dire assez inexistants en termes de course à pied, là, dans le sens OK. que je faisais tous les autres sports puis je me présentais aux compétitions quand il y en avait. OK. Puis, tu sais, je performais bien, mais j'étais pas exceptionnel. Là. C'était plus parce que mon prof d'éduc, là, Vincent Fortier, il me disait Ah, t'as clairement un talent, viens faire les compétitions. Puis j'allais faire les compétitions. Puis ça allait bien, là, disons, au niveau régional ou au niveau local. Puis
Après ça, arrivait le championnat provincial, puis ben, j'avais une game de football ou une game de basket en même temps. Donc, souvent, je m'y présentais pas parce que mes priorités étaient à d'autres places. Puis, Wow. je pense que c'est à l'été de secondaire 4 que j'ai fait les Jeux du Québec pour la première fois. Donc, c'était les Jeux du Québec en athlétisme. Donc là, j'avais commencé à m'entraîner un peu à l'été secondaire 4. Puis puis après ça, pendant l'hiver de secondaire 5, disons l'année secondaire 5, j'avais un petit peu arrêté pour finalement recommencer là, pendant l'hiver de secondaire 5, puis l'été secondaire 5, où j'ai vraiment, disons, commencé à faire un entraînement plus sérieux, là, de 1 à 2 fois par semaine. Je faisais un entraînement par intensité, puis que je faisais quelques jogging là, quand même dans la semaine. Puis on pourrait dire que là, c'est première année de cégep, là que j'ai commencé à adopter un vrai régime d'entraînement là, disons, course à peu près à tous les jours avec 1 ou 2 entraînements par semaine d'intensité, là, que ça devenait plus une structure que je suivais, puis dire que je suivais un vrai plan d'entraînement. OK, mais quand même, tu sais, dès le cégep, quand même, tu courais tous les jours pas mal ou presque. Quand même très bon. Tu sais, moi, de mon côté, c'est plus université que j'ai commencé ça. Fait que c'est un peu. Tu t'as quand même pris un petit gamble. Tu t'es dit, bon, il voit mon potentiel là-dedans. Je vais essayer de me concentrer là-dedans, voir si ça porte fruit. Puis finalement, c'est ça, ça s'est mis à porter fruit assez rapidement, dans le fond. Puis bon, tu t'es dit, OK, je vais me concentrer là-dessus. Est-ce que tu faisais encore d'autres sports quand tu étais au cégep ou tu étais vraiment concentré à 100% dans le cross-country? Au cégep, j'ai joué au hockey, je pense, là, dans le circuit civil pendant 1 an, pendant que j'étais au cégep, mais je faisais plus d'autres sports là, parce que les sports, disons, basket, football, ça devenait un peu moins accessible, puis que Ouais. j'étais pas, disons, dans les tops là, au niveau collégial, donc j'aurais pas pu me joindre là, à des équipes 3 ou des équipes de gros gars de football, là, comme on dit. Fait que je suis resté dans le. J'ai décidé de commencer la course, puis tu sais, je me suis pas dit, je vais faire ça, puis si je suis pas bon, j'arrêterai. Là. C'était vraiment, ça me tente d'essayer, puis c'était par intérêt, là, fait que je continuais, puis j'ai vraiment été chanceux tant au début avec le groupe là, de l'équipe de développement. Là, je me rappelle de Ilric Duhamel, qui est maintenant rendu à l'Université de Montréal. On s'entraînait ensemble pendant quelques années. D'autres athlètes là, comme Félix Duchesne, puis Victor, qui était comme un peu notre mini-groupe d'entraînement quand j'ai commencé. On avait du fun, on avait du plaisir. D'autres mondes qui étaient sur l'équipe des Jeux du Québec, là, Louis Brosseau, Philippe Barry, on dirait que ça a comme créé une belle ambiance, ça m'a donné le goût de continuer, pas nécessairement pour les résultats, juste par le groupe. Puis après ça, plus je Ouais. progressais, plus je me rapprochais un peu de l'équipe universitaire, l'équipe. On a connu la dynastie du Rouge et Or de 2014, 15, 16. Ben, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à connaître ces gars-là. Jean-Samuel, Emmanuel, Nicolas Morin. Ça a tout été un peu mes mentors à mes débuts. Puis que ça a été tellement facile de se trouver une passion puis de se trouver un milieu qui était motivant que c'était comme facile d'être tiré vers le haut puis de vouloir s'améliorer quand tu côtoies ces gens-là. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis donc, bon, la transition universitaire s'est faite assez facilement, j'imagine, vu que tu t'entraînais déjà avec ces gars-là. T'as fait quand même l'équipe dès ta première année, qui était une équipe quand même au niveau. Là, être dans le top 7 dans cette équipe-là, il faut que tu sois très rapide. Te souviens-tu ta première année, c'était comment quand tu étais rendu universitaire? Oui, ben dans le fond, moi, je pense que c'est à ma deuxième année de cégep que j'avais fait la transition entre être coaché par Sylvain, qui s'occupait plus du volet développement, à être coaché par Félix, qui était l'entraîneur là, de l'équipe du cross-country à ce moment-là. Donc, j'avais déjà fait quelques entraînements avec les gars de l'équipe du Rouge et Or, puis je les avais déjà côtoyés, donc ça n'a pas été une transition qui était très difficile. Puis à ma première année universitaire, là, si je me rappelle bien, il y a quand même eu un certain beaucoup de vétérans là, terminaient. Donc, on était surtout au début en train de reconstruire là, justement une nouvelle équipe. Fait que ça a été un peu. J'ai été un peu comme dans les premiers de la nouvelle génération, si on Ouais. pourrait dire, là, de la génération 2021 avec notre titre de cette année. Je pense qu'il restait seulement Yves, puis Nicolas Morin, puis Danny Racine qui étaient là encore là, des générations précédentes. Fait que ça a été comme une belle transition. J'ai été vraiment bien amené là-dedans avec des gars qui m'ont
qui m'ont supporté. Puis pour vrai, je pense que la clé là-dedans, c'est que j'ai comme toujours fait les étapes quand ils se présentaient. Puis je me suis pas dit, je vais gagner une médaille U-Sport en ma première année. Je me dis, bon, ben, cette année, je vais essayer de finir dans le top 20. Puis l'année d'après, ça sera le top 10, puis vice-versa. Donc, je pense que c'était ça l'idée à travers de ça, puis que ça a bien été comme ça. Là. Ouais, donc ta première, juste pour récapituler, ta première saison universitaire, c'était laquelle? C'était quelle année, excuse? C'était en 2017 Ok, avec les championnats de cross qui étaient à Victoria. ok, oui, oui, oui. Puis bon, est-ce que tu avais été content de tes résultats cette année-là, dans le fond? Ça t'avait donné combien finalement? Ouais, j'avais terminé en tête 14 ou 15e, puis j'avais remporté le titre de recrue de l'année là, Wow! au niveau canadien. Donc, ouais, ça avait été une super belle année, puis vraiment une belle façon de commencer là, à ce moment-là. Puis je pense que j'arrivais aussi d'un été qui avait été super prometteur. Là. J'avais couru 8,49 au steeple, j'avais gagné des médailles d'or Wow! au Paname Junior aux Jeux du Canada. Fait que j'arrivais avec un bon bagage, puis j'étais vraiment content là, de cette année-là. Là. Wow! Ok, Mm. ouais, non, ok. C'est un assez bon début, recrue de l'année, top 14-15 environ au championnat. Cool. Puis bon, guide-nous après ça, les années suivantes, comment ça s'est passé, ta deuxième, troisième année? Ben là, deuxième année au niveau universitaire, là, c'était les championnats de cross qui étaient à Kingston. Ouais, donc là, cette année-là, j'avais aussi super bien couru. J'avais gagné une médaille d'argent là, au championnat de sport, U-Sport de cross, donc qui est encore à ce jour Wow! mon meilleur classement là, U-Sport en cross. Puis après ça, à l'hiver qui avait suivi, j'avais gagné 2 médailles d'argent au championnat U-Sport intérieur. Puis Sur quelle j'avais distance? continué à rester 1500 puis 3000 Wow! au championnat U-Sport intérieur. Ouais. Puis Ouais. l'autre année d'après, j'avais eu un peu une contre-performance au championnat U-Sport de cross. Là. Je pense que j'avais fini, j'ai en tête 17e, là, mais c'était dans ces eaux-là. Fait que clairement que j'étais plus favori pour gagner, puis ça avait été une course qui avait été un peu moins bien été. Fait que c'est comme ça que ça avait continué. Mais j'avais eu une super belle année avant ça, là, autant au championnat provincial que dans les compétitions de conférence. Ça avait super bien allé, super bien été. Puis j'avais aussi bien fait au championnat canadien de cross-country là, civil. Je pense que j'avais terminé 5 ou 6e là, à Botsford. Donc c'était plus une erreur de parcours, là, cette course-là. Puis après ça, ben, la quatrième année, ça a été le COVID. On s'en rappelle tous, l'année de 2021. Puis après ça, ben, ma vraie quatrième année était cette année avec la victoire des gars sur les plaines d'Abraham, où j'ai terminé troisième. Thomas qui avait fini deuxième. Puis qu'on avait une équipe qui était vraiment, que c'était vraiment spécial. Puis qu'on avait un peu été capable de reconstruire là, après peut-être 2 années plus difficiles. Là, que le Rouge et Or avait eu au niveau là, de l'équipe de cross, puis c'était vraiment exceptionnel. Autant l'énergie que l'unisson qu'il y avait dans l'équipe, c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis c'était cool comme vétéran là, d'avoir vu un peu tout ça progresser. Moi, j'avais vu certaines recrues arriver. J'avais vu, admettons, un de mes bons amis, Jonathan Tedeschi, qui avait souffert de plusieurs blessures, qui était même là en 2016 avec les gars, qui est parti, qui est revenu, puis d'être avec des gars comme lui, des gars vraiment passionnés pour pouvoir revenir, des gars comme Thomas qui viennent se joindre à nous. Fait que ça a été comme une combinaison ultime de plein d'éléments. Puis en tant que vétéran, de voir ça, là, c'était assez exceptionnel. Ouais. Bon, puis si on. C'était toute une année en effet. Si on revient juste Ouais. un peu en arrière pour garder ça chronologique, tu mentionnes. Bon, tu avais fini deuxième, ça c'était à ta deuxième année au championnat du sport, qui est ton meilleur résultat encore à ce jour, Mm-hmm. puis qui est très fort. C'est très, très, très difficile finir juste dans le top 7 au championnat du sport. C'est déjà un exploit en soi. Finir deuxième, c'est énorme. Te souviens-tu c'était qui était devant toi en première position? C'était Connor Black, là, un athlète de Oui. Guelph qui avait gagné aussi, qui avait déjà fini deuxième plusieurs
fois. Derrière Puis CQ Boisbeau, je pense. Au moins une derrière fois. Yves, Ouais. pendant 2 ans. Fait que Ouais. ouais, c'était Connor Black. Il le voulait, puis ben, c'est un excellent athlète, puis il avait l'expérience en plus, mais de finir juste derrière lui, de battre tous les autres, incroyable. Puis c'est quand même fou comment ça peut changer d'une année à l'autre que, tu sais, je pense pas que tu t'es empiré l'année suivante. Tu sais, je pense que ça a été quand même assez constant, ou ton niveau de forme à travers les années, même ben, croissant, là, graduellement. Euh, Mhm. Puis bon, l'année suivante, tu mentionnes une erreur de parcours. Euh, Qu'est-ce qui explique que tu peux finir une année deuxième, puis une année, je pense, tu avais dit 17e, ou je pense, t'avais-tu dit 17e? Ouais, Comme, 17e. Ben, je pense que l'explication elle revient au même titre qu'il y a des jours où on va se présenter à l'entraînement puis que notre corps, ça marchera simplement pas. Il y a des jours qu'on sait que l'énergie n'est pas là ou que les jambes sont pas là. Fait que je pense que c'est une combinaison de ça pour une chose, aussi une combinaison de la pression mentale là, de ouais, revenir comme étant un peu le reigning champion parce que c'était moi lui qui avait le mieux terminé l'année précédente qui recompétitionnait cette ouais, année-là. Puis de, Connor était pas là. de peut-être aussi avec une combinaison qui est un. Je pense pas que c'était vraiment la forme qui était distincte, mais un peu tout combiné avec la journée puis le mental avec lequel je suis arrivé à cette compétition-là qui ont fait que c'était pas. Ça a été vraiment un résultat là, un peu décevant pour cette course-là. Ouais, ça doit être rough quand même, tu sais, c'est ça, d'arriver, tout le monde s'attend à ce que ça soit toi qui se classe le plus haut, étant donné que c'est toi qui as le meilleur classement, comme tu dis, Connor Black est plus là, puis bon, puis ouais, j'ose pas imaginer, parce que, tu sais, mettons, moi, tu sais, je vis ça vraiment plus petit, d'une plus petite façon, mettons, sur des courses sur route, que, mettons, bon, je suis plus rapidement classé selon ceux qui sont là, mais il y a comme trois quatre coureurs. Versus au U-Sport, il y en a comme 20 30 qui peuvent te chauffer les fesses, qui veulent s'essayer, qui veulent ta place. C'est ultra serré. Fait que j'ose pas imaginer c'était quoi cette pression-là. Puis t'es à ta troisième année. T'sais, bon, c'est ça, t'as un peu d'expérience, mais c'est quand même rough. T'avais quoi à cet âge-là? 20, 21? Ouais, 21. Mhm. 21, quand même pas mal de pression que tu vas faire face à des gars de 22, 23 qui sont dans leur quatrième ou cinquième année, peut-être certains 24, 25, dépendamment de ceux qui reprennent l'université un peu plus tard. Donc, euh, toute une pression quand même difficile à imaginer, mais bon, euh, aussi, je le connais, ce feeling-là, comme que tu dis, de les jambes qui marchent pas ce jour-là. Je pense que la plupart des coureurs qui ont fait plusieurs courses dans leur vie peuvent s'allier à ça, sentir, l'avoir déjà senti. Une journée, ça file pas. Puis bon, après ça, t'as quand même eu une superbe saison outre ça. Puis des belles saisons après. Euh, Notamment déjà deux médailles d'argent à un assez jeune âge là, dans le championnat, au championnat U-Sport qui sont très compétitifs aussi. Euh, comment tu as vécu ça, la pandémie? Comment ça t'a affecté pour ton entraînement, pour l'équipe, tout ça? Qu'est-ce que c'était pour toi? Ben, je pense qu'au début, c'était beaucoup de changements puis d'adaptation, là, un peu comme tout le monde, parce que c'était une année olympique. J'avais Ouais, des compétitions prévues puis des camps d'entraînement. Disons, au mois d'avril, je devais partir en camp d'entraînement à Flagstaff. J'étais supposé compétitionner en Californie 2 fois, revenir à la maison, championnat national. Fait que tout été complètement chamboulé, complètement annulé. Mais je pense que je me suis vraiment concentré sur, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me reste à faire. Puis j'ai pris cette occasion-là justement pour m'entraîner, puis pour pas retrouver parce que j'avais jamais perdu là, le goût, mais juste comme m'entraîner de façon différente. On a fait peut-être un peu plus d'entraînement de base, de préparation générale, puis d'essayer justement un plus gros bloc d'entraînement sans compétition, ça peut être bénéfique pour certaines choses. Fait que je pense que
Comment j'ai géré ça? Ben, c'est sûr que je me suis ennuyé des compétitions. J'avais hâte de compétitionner quand c'est revenu, mais que j'ai eu un été superbe. Là. J'ai couru 3,41 au 1500, puis j'ai couru 13,58 au 5 kg route. Fait que ça a été pour vrai, malgré tout, pour la course à pied, je me considère très chanceux, puis que comparativement à d'autres sports, là, on a pu faire pas mal de belles affaires là, pendant la pandémie, là, surtout au début. Je dirais que le bout plus dur est arrivé comme l'année d'après, en 2021, qui était la vraie année olympique, que tout était recommencé, mais que nous, on ne pouvait pas vraiment voyager puis se déplacer. Là. Fait que autant les camps d'entraînement qu'aller compétitionner en Californie un week-end ou juste à New York un week-end, c'était comme impossible avec les quarantaines. Fait que c'était vraiment un peu crève-cœur de voir tous ses collègues puis compatriotes de courir des super temps aux États-Unis puis de se dire bon ben moi je peux pas vraiment y aller parce que si je vais après ça pendant 2 semaines, je pourrais ne pas m'entraîner, pas aller à l'école, pas faire d'examen. Fait que c'était comme impossible puis dur à vivre à ce moment-là de voir ces opportunités-là qui disparaissaient un peu. Mais c'est ça, il y en avait plusieurs athlètes. On pense à Charles, Philippe Batuto, on pense à Fafard qu'on a reçu la semaine passée. Peut-être possiblement la course aussi, qui allait aux États-Unis, qui compétitionnait. Mais c'est ça, toi, ben, depuis que tu es à l'Université Laval, tu étudies en médecine. Je pense pas qu'ils donnent des permissions spéciales, ou du moins, je sais pas à quel point, mais vous avez souvent des examens. Je sais que ça fonctionne en bloc ou quoi, tous les mois ou 2 mois, puis que là, il y a des examens à tous ces moments-là. Donc, toi, tu sais, peut-être qu'eux, ils pouvaient se le permettre de faire une quarantaine de, je pense que c'était 14 jours à l'époque à leur retour, mais toi, tu peux pas parce qu'il fallait que tu sois physiquement présent à ton examen. Euh, Justement, parle-nous un peu de ça, d'allier médecine, qui est un programme très demandant. Ben, je sais pas à quel point tu pourras nous le dire. Puis le sport de haut niveau, au niveau auquel tu le fais, c'est comment d'allier ça? Ouais, ben, avant de parler de ça, je Oui, veux peut-être vas-y. un peu rectifier là, le petit truc que tu as dit. Là, Oui. d'emblée, là, l'Université Laval là, sont vraiment accommodants et très OK. supportants là, autant ma carrière sportive qu'académique. Là, donc, je pense que si j'avais à reporter un examen, reprendre un examen, pouvoir partir en camp d'entraînement, là, seraient toujours les premiers à vouloir m'aider Wow. dans mon cheminement puis à être capable de disons, trouver un terrain d'entente. Là. C'est pas passer par-dessus toutes les portes puis se dire je peux faire ce que je veux. C'est Ouais, ouais. vraiment de trouver qu'est-ce qui serait le mieux pour concorder les deux. Fait que je pense que l'enjeu n'était pas tant au niveau des examens puis tout ça, parce que OK. c'était encore une fois, on était à l'école à distance. Ouais, Ça aurait pu OK. être fait là, par rapport à ça. La chose, c'était vraiment de se permettre de pas se permettre d'arrêter de s'entraîner pendant 2 semaines au retour au Canada, parce que j'avais aussi un examen à faire qui était en présentiel, que lui était comme impossible à être déplacé. OK. Mais je dirais pas nécessairement par rapport aux autres athlètes là, qui sont dans mon groupe d'entraînement, l'autonomie Jesse, Charles Thomas, qui eux aussi est un peu dans la même réalité que moi de devoir vivre aux États-Unis à leurs frais, de se déplacer sans pouvoir vraiment revenir au pays, là, dans le Ouais. sens qu'il était loin d'avoir une meilleure réalité que moi. Là, fait que Ouais. j'étais pas en train de les envier, puis eux aussi ils vivaient quelque chose de vraiment tough, puis de se dire, bon, ben là, tu te promènes d'un État à l'autre, d'un Airbnb à l'autre, tu n'as jamais vraiment accès à des pistes d'entraînement parce que tu n'es pas dans une structure que tu connais. Fait que je pense que Ouais. c'était difficile pour tout le monde là, de ce niveau-là. Moi, quand je parlais de d'autres athlètes, là, je parlerais juste des athlètes, admettons, qui sont basés aux États-Unis, de la conférence, OK. par exemple, l'NCAA, des athlètes en Europe qui, eux, avaient accès à des compétitions là, plus facilement, admettons, que des athlètes, que certains athlètes canadiens. Fait que c'était ça qui était surtout difficile. Puis, avec OK. ma réalité académique, c'est sûr, ça rajoute un petit quelque chose, mais je pense que c'était vraiment l'enjeu de plus vraiment avoir accès à des compétitions élites ou à une structure d'entraînement qui était bonne, là, autant de mon côté que pour tout notre groupe d'entraînement à nous qui a été difficile, alors que l'athlétisme était reparti. Là. Fait que c'était surtout ça versus en 2020. Tout était arrêté, donc on manquait pas, puis on faisait nos choses à la maison. Mais en Ouais. 2021, tout le monde avait reparti
Alors que nous, oui, on s'entraînait, on était en super forme, mais on n'avait pas vraiment l'occasion d'aller se la prouver. Là. Fait que c'était surtout ça qui était tough à ce niveau-là. Ouais, non, mais c'est bien que tu le clarifies parce que c'est pas toutes les universités, du moins, je te dirais, qui sont, tu sais, qui donnent du lousse à leurs athlètes pour pouvoir compétitionner, s'entraîner, tout ça. Là, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça parce que j'étais pas à ton niveau, puis j'avais pas, mettons, j'allais pas faire des compétitions aux États-Unis, des choses comme ça. En tout cas, j'ai déjà entendu des histoires un peu d'université un peu plus rigide, si on veut, que c'était pas, que c'est ça, qui disent, ben, c'est une université d'abord, puis après ça, puis c'est ça aussi, l'université, c'est une université d'abord, du moins, c'est le fun de savoir qu'il y a une belle flexibilité, du moins, de ce que tu décris pour pour les athlètes qui s'y entraînent. Puis c'est ça, parle-nous de ça un petit peu, tu dis que c'est pas si pire, mais c'est quand même, c'est comment d'allier médecine et entraînement de haut niveau. Est-ce que ça se marie bien quand même? Je pense que oui, honnêtement, ça se marie bien comme toute carrière en sport universitaire. Là, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mix, là, que ce soit en médecine, en génie, en sciences politiques, peu importe en quoi tu étudies, pour vrai, je pense que la réalité d'étudiant athlète, là, c'est une des meilleures pour s'entraîner, puis il faut en profiter le plus qu'on en fait, le plus qu'on peut. Fait que moi j'ai trouvé que qu'est-ce que je pouvais faire en médecine, c'est sûr que oui, il fallait travailler, il fallait s'appliquer dans mes travaux, mes examens, mais ça reste que tu as plus une réalité d'étudiant, là, dans le sens que tu as un cours par-ci, par-là, puis tu as des examens étudiés, puis tu as des rushs à certains moments, puis tu as des moments où tu as moins de rushs, puis tu mets les efforts que tu as besoin, puis tu es capable d'avoir du succès. Fait que je pense que c'était vraiment une réalité qui était superbe, puis que c'était exceptionnel là, de pouvoir faire ça, puis que ça s'est très bien marié, puis je pense que j'ai pas vraiment de commentaires négatifs à dire avec ça là, par Mhm. rapport à mon parcours à l'université. Là. Puis tu Puis ça dirais... va. Oui, vas-y Mathieu. Excuse-moi, puis ça va continuer aussi parce que j'imagine que tu t'enlignes vers le doctorat, dans le fond? Oui, exactement. Là, comment que ça fonctionne en médecine, c'est que là, on a trois années de préclinique, que ça s'appelle. Donc, ça, c'est surtout des cours théoriques. Donc, c'est similaire là, on pourrait penser à d'autres bacs où, par exemple, on a 3-4 cours par session d'un certain nombre de crédits, puis on se présente en classe, puis on est à l'université avec certains cours plus pratiques, des sous-groupes. Fait que c'est comme on pourrait dire, un cheminement universitaire là, qui est plus standard. Puis après ces 3 années-là, on a 2 années de stage en hôpitaux. Donc, on se promène là, à travers les hôpitaux là, à Laval, c'est dans la ville de Québec. Admettons que tu es à Sherbrooke, tu te promènes à Sherbrooke, Montréal, etc. Puis on fait des blocs de 6 semaines de stage dans chaque spécialité. Donc ça, c'est ce qui s'en vient pour moi là, l'année prochaine. Puis après, après ces 5 années-là, donc 3 années de théorie puis 2 années de pratique, on commence finalement à la résidence. La résidence, c'est de 2 à 5 ans là, en fonction de la spécialité qu'on choisit par rapport à ça. Puis la petite nuance que moi, j'ai amenée dans mon parcours, là, c'est que l'année passée, j'ai terminé justement mes cours théoriques. Là, j'ai fait 4 ans de cours théoriques au lieu de 3. Donc, encore une fois, que ça m'a permis d'avoir un peu plus de flexibilité et d'ajuster mes cours en fonction de plus ma carrière sportive. Ça, c'est la première chose. Puis cette année, là, j'ai fait une maîtrise. Je suis en train de faire une maîtrise en recherche là, associée avec le centre de recherche de l'Université Laval. Donc, c'est une réalité qui est quand même très différente de celle d'étudiants à l'université. Là. Donc, c'est beaucoup de temps au laboratoire. Ça ressemble plus à un horaire là, de travail à temps plein ou presque temps plein, disons, d'être présent là, au centre de recherche. Fait que ça a été, disons, une préparation là, pour les stages qui s'en viennent là, l'année prochaine. OK. Mais ça, le temps que tu dis, tu passes quasiment à temps plein dans les labos, c'est à part le temps que tu dois, mettons, faire des études chez toi, faire de la lecture, faire ton entraînement, ça doit être beaucoup d'heures. Oui, c'est sûr que là, cette année, comparativement à les années précédentes, là, c'est beaucoup d'heures. C'est sûr que là, la réalité, là, quand tu es étudiant à la maîtrise de recherche, c'est que oui, tu as des cours, mais la
la majorité de ta charge académique est concentrée sur la recherche. Donc, disons que l'étude, puis admettons, avoir des examens ou des trucs à étudier, des rushs, ben, c'est moins le cas présentement, là, versus avant, ça pouvait être une semaine où j'étudiais de façon très, très partielle, puis une semaine où c'était comme le gros rush de fin de session, tandis que là, présentement, c'est plus, disons, à chaque jour, je vais au laboratoire, je fais mes expériences, je fais ma lecture, je m'avance, puis je continue à faire mes choses, puis j'ai peut-être un cours là, ou 2 par session avec un examen, mais c'est plus la même chose que d'avoir, admettons, des grosses périodes d'études intenses. Fait que oui, là, c'est plus, disons, c'est sûr que c'est plus d'heures, puis oui, le temps plein, c'est sans mes entraînements, puis peut-être la petite période d'études là, que si on veut se rajouter, mais c'est ça, ça a été une bonne adaptation là, de faire ce switch-là quand l'automne est arrivé cette année. Oui, effectivement. Puis tu disais que c'est comme optimal un peu la vie d'étudiant athlète pour s'entraîner. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que c'est par rapport, mettons, à avoir une job plus physique, temps plein, que tu as moins d'heures dans le fond? Ben, je pense qu'il y a, il y a 2 choses à prendre en compte. C'est que d'un, c'est une réalité que t'es pas. Oui, au point de vue physique, mais il y a d'autres jobs qui vont être. Il y a des jobs de bureau, puis tu n'es pas obligé d'avoir un job que tu Ouais. utilises ton corps physiquement. Mais je pense que la première chose, c'est que tu as un horaire qui se marie bien avec un horaire d'entraînement. Donc, par exemple, que tu veux aller courir à 10 heures le matin, ben, tu peux y aller à 10 heures le matin parce que ton cours il est de midi à 3 heures. Puis si toi, tu as le goût d'aller courir, de t'entraîner à 1 heure, ben, tu peux t'entraîner à 1 heure, puis tu diras, ben, moi, j'étudierai de 5 à 10 à soir, alors que quand tu as plus une réalité de travailleur ou une réalité par exemple, de recherche, ben, c'est du 8 à 4, du 8 à 5, du 8 à 6, tandis que c'est la première chose. Puis la deuxième chose, ben, c'est qu'en étant étudiant athlète, tu as accès à des ressources et des services que tu n'aurais pas étant, mettons, athlète d'élite, même de haut niveau, là, par exemple, là, que ce soit de la physiothérapie, des salles d'entraînement, des complexes qui sont exceptionnels. Là, au Canada, ça n'a pas rapport avec ce qu'il y a au niveau universitaire américain, mais ce qu'il y a à l'Université Laval, on n'a rien envié à personne. Là. La salle de muscu, c'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Puis, je n'ai vu plusieurs. Après ça, tu as un service d'entraînement, tu as accès à des compétitions, une équipe. Fait que cette réalité-là, puis aussi le service d'encadrement qui est exceptionnel. Là, je pense que c'est 2 choses. Autant, si on peut résumer, l'horaire qui peut être malléable, puis de choisir, puis la structure, ça fait que comme athlète, c'est un super beau moment pour se développer puis devenir meilleur. Ouais, non, j'imagine que ça doit être dur sans la structure. Tu sais, on pense à des athlètes, mettons comme Charles Philbert, que, tu sais, bon, là, des fois, il fait peut-être qu'il y a certains entraînements avec vous, je sais pas trop, mais que tu sais, souvent, c'est comme tu te sens probablement plus isolé quand tu es dans ce monde-là versus d'être en gang, ça doit quand même beaucoup aider. Du moins, moi, j'ai l'impression que ça serait quelque chose qui m'aiderait vu que tu as cet effet de groupe. Bon, tu mentionnais les Olympiques qui avaient été retardés et que tu visais quand même, tu te donnais ça comme objectif, puis tu n'étais pas loin. Dans le fond, toi, c'était sur le steeple, le 3000 mètres steeple que tu t'essayais. On peut voir ça d'ailleurs, il y avait un beau petit film de comme 6 minutes environ, en partie fait par Nicolas Morin. Je me souviens plus s'il y a un réalisateur autre, mais en tout cas, je me souviens que j'avais vu son nom dans les crédits et qu'on peut retrouver sur ta page Facebook. On le mettra aussi dans les commentaires de la publication. Mais dans le fond, on voyait là-dedans que tu étais à 2 secondes. Finalement, tu avais fait une course qui t'avait mis à 2 secondes, puis il te restait d'autres courses. Tu as eu une autre chance que ça allait bien jusqu'à 2000 mètres, puis finalement, le dernier kilomètre était vraiment rough. Mais bon, c'était à quel moment tu t'es donné cet objectif-là des Olympiques? Est-ce que initialement, en 2019, tu visais les Olympiques de 2020 ou c'est une fois la pandémie arrivée, tu t'es dit « Hey, crime, je pourrais m'essayer pour ceux de 2021 ». Fait que c'est quand que c'est né cette idée-là? Puis c'est ça, comment ça s'est passé un petit peu? Ben là, première chose, les vidéos, Nick, il nous a aidés là, pour la captation de certaines images, mais c'était réalisé là, par Marc-Alexandre Dulude. Là. C'est lui le réalisateur premier là, du vidéo, puis par la boîte de production là, Galerie Studio. Donc, Parfait.
pour rien confondre, là, Oui. Nick a été présent pour capter certaines images là, au championnat provincial puis national, mais ça a été surtout réalisé là, par Marc-Alexandre. Fait Super, que, merci c'est pour la pour, précision. pour rien confondre aussi. Oui, Là. Fait que, ouais, pour revenir, tu sais, on pourrait dire l'objectif olympique, là, c'était très ambitieux. Là. oui. Déjà en 2020, c'était l'année avant la pandémie, c'était dans le fond de la tête de moi et mon entraîneur, mais jamais pour dire bon ben c'est comme on fait ça à tout prix, puis ça guide notre saison. Puis quand on a vu que c'était annulé ou du moins reporté, ben on s'est dit que ça nous donnait comme juste une année de plus pour s'améliorer puis devenir encore plus compétitif, puis ce qui était comme très bénéfique pour un athlète de mon âge qui progresse encore beaucoup Oui. en demi-fond. Fait que après ça, arrivant en 2021, puis d'avoir un peu les contraintes là, que j'ai nommées tantôt, puis de se dire, bon, on essaie de se qualifier, puis c'est possible, ben moi, mon record personnel était de 8 minutes 29, puis le standard de qualification était de 8 minutes 22. Fait que d'aller couper 7 secondes comme ça, rendu à ce niveau-là, c'est très difficile dans une carrière d'athlète. Fait que on avait plutôt envisagé là, une qualification par qu'on pourrait dire le pointage là, le ranking de World Athletics. Comment ça fonctionne, ça, c'est un ranking qui est basé sur les 45 meilleurs athlètes dans ma discipline. Là. Chaque discipline a un quota différent, mais en demi-fond, c'est de façon générale 45 pour 3 vagues de 15. Puis les 45 sont invités. Puis comment ça fonctionne? C'est la moyenne de tes 3 meilleures performances. Donc, chaque performance vaut un certain nombre de points en fonction du temps, puis en fonction de ta position. Oui. Fait que, si je donne pour un exemple, là, je cours 8,32 au steeple, mais je termine deuxième d'une compétition qui est, disons, une coupe continentale ou une compétition qui est identifiée comme bronze ou argent, ben, ça va valoir 1180 points ou 1200 points versus si je cours 8,27, mais que c'est une compétition qui est à la maison et qu'il n'y a aucun bonus de points, mais ça va peut-être valoir 1160 points, puis même si le temps est plus rapide. Donc, il y a cette variante-là. On avait comme évalué que ça serait peut-être plus facile, mais je ne sais pas si c'est à notre surprise, se classer par le pointage devenait vraiment impossible plus la saison avançait parce que tout le monde courait soit très rapidement ou avec des courses qui ont des très, très gros bonus. Fait que, disons, au steeple, je pense que pour les Olympiques, 42 personnes ont atteint le standard de 8,22. Puis, 3 personnes se sont classées par le pointage. Donc, se classer par le pointage, ça devenait comme impossible. Puis, si on se fie aux années passées, c'est exceptionnel parce que le standard olympique avant, c'était de 8 minutes 30, puis il y avait 45 personnes qui le faisaient. Là, donc, ça a vraiment été une année qui était superbe. Est-ce qu'on peut dire que c'est la pandémie, les super shoes ou tout ça? Je sais pas. Fait qu'on a comme switché là, notre but de qualification plutôt que d'être par le pointage. On s'est dit, bon, ben, que la solution maintenant, ça devenait de faire le temps. Puis, idéalement, ben, c'était de courir vite. Puis, quand j'ai couru justement à 8 minutes 24, au steeple à Portland l'année passée, ben ça devenait comme réalisable là, parce que 2 secondes. Je tape 2 secondes, c'est pourquoi pas. Donc c'est là que j'ai un peu commencé à dire bon ben ok, je vais essayer de tout faire, puis que je suis parti en Europe essayer de briser là, ces secondes-là, puis qu'on a un peu divergé du plan initial qui était de faire des compétitions avec des certains points bonus pour se classer là, dans le top 45. Fait que je pourrais dire qu'encore une fois, c'était un objectif qui était là, qui était présent, puis qui était vraiment ambitieux, mais quand j'ai couru 8,24, on dirait que c'était comme, oh, OK, là, c'est 2 secondes, puis c'est vraiment possible, puis c'est comme concrétisé, malgré que le résultat final n'était pas celui attendu, de me dire, OK, là, je suis en train de cogner à la porte vraiment, vraiment. Là. C'est débile, elle est à 2 secondes de faire les Olympiques. Si t'as le standard, t'es fait, c'est à peu près garanti. À moins, ben, s'il y avait plus que 45 athlètes qui faisaient le standard, là, ils vont en tant que, ben, ils vont selon ceux qui sont les temps les plus rapides, dans le fond. C'est ça, ouais. S'il y a plus que 45 athlètes, mais l'enjeu, c'est plutôt d'être dans le top 3 au Canada. OK. Avec mon 8,24, j'aurais été 3e au Canada, donc c'était pas un problème. Là, mais ça reste qu'il y a d'autres épreuves que
C'est par exemple au 5000, aux 100 mètres, aux 200 mètres que c'est très fort, puis c'est pas en faisant le standard, tu n'es pas assuré d'être classé. Fait que je pense que c'est ça. Il y a ces deux autres critères-là là, qu'il faut jamais oublier. Il faut être dans le top 3 aussi au niveau du Canada, en plus d'avoir fait le standard. Ouais, c'est ça. Au moins, un steeple, c'était pas trop dangereux, mais c'est ça. On parlait justement de ça avec Fafard du 5000 mètres. En tout cas, c'est rendu débile au Canada comment on a des top athlètes. J'avais posé la même question à Jessie quand on l'a reçu. Comment tu commences à t'entraîner pour le steeple? D'où ça sort? À quel moment tu dis, OK, je vais faire du steeple? Moi, je pense que quand on me pose cette question-là, il y a vraiment deux choses là, qui ont fait que j'ai fait du steeple. Premièrement, c'est que je pense que la distance que je performe le mieux avec ou sans S, ça reste de 3000 mètres. Donc, à l'extérieur, il n'y a pas de 3000 mètres sans S. Donc, ça devenait un peu le choix facile de dire, bon, je vais faire du 3000 qu'il y ait des haies ou non. Puis après ça, je pense que c'est l'aspect un peu de briser la monotonie puis de se dire, crime, on va essayer de quoi d'un peu spécial, d'un peu différent, puis qui fit justement un peu avec autant mon background de multisport que ma personnalité qui aime ça essayer des trucs nouvelles, puis de dire, crime, moi, s'il y a des haies, c'est pas genre, ça me tente pas, c'est que ça me tente encore plus, je veux essayer de faire ces haies-là. Fait que je pense que ça part de ces deux choses-là. Fait que, quand j'ai commencé, là, justement, mon premier steeple, je pense que c'était aux Jeux du Québec en secondaire 4 ou 5 que j'avais dit, bon, ben, tu sais, il y a du 3000 mètres puis il y a du 2000 mètres steeple. Fait que moi, c'est la distance qui se rapproche le plus de ce que je fais. Fait que je vais faire du 2000 steeple. Puis ça a donné que j'avais une bonne mécanique, une bonne coordination puis que j'étais capable de bien performer sur cette épreuve-là. Fait que je pense que c'est comme ça que je me suis mis à faire du steeple. OK. Puis c'était-tu stressant tes premières compétitions de steeple comme t'étais-tu pratiqué un petit peu avant à faire des haies ou c'était venu assez naturel? Ben, je pense que je m'étais pratiqué avant, probablement. Là. C'est dur à dire, mais je pense que j'avais compétitionné à l'été. Là, donc, j'avais sûrement pas eu une année de préparation, clairement pas. Puis, ça avait pas dû être dramatique. Si on retourne voir des photos, ça devait pas être la chose la plus gracieuse ou esthétique comparativement à aujourd'hui. Mais je pense m'avoir bien débrouillé. Là, de mémoire, je pense que j'avais terminé 4 ou 5e là, au 2000 mètres steeple au Jeux du Québec. C'est ce que je vois en fait. Que... OK. Ben sur World Athletics, les premiers résultats, c'est 2015. Donc là, je regarde la compétition de 2015, le 9 août 2015. Ouais, tu avais terminé 4e. Ouais. Au championnat de la Légion, c'est ça, j'avais terminé. Disons que c'est comme peut-être ma deuxième année de steeple. C'est peut-être mon 5e steeple là, à vie, là, cette course-là. Fait que, je pense que ça a été un peu de pratique, mais sans dire que j'avais un gros background. Je pense que tout ce que j'avais fait de sport avant m'a vraiment aidé. Puis, avec les années, on a essayé de ramener tout ça pour que ça fasse un plus gracieux, beaucoup plus efficace sur les haies que juste se dire j'ai la capacité de le faire. Fait que tu considères maintenant... Oui, vas-y. Juste finir, ce 2000 mètres-là, là, de 2015 que tu as fait le 9 août, ça a donné quand même un pointage de 931. Puis la journée d'avant, tu as fait un 3000 mètres régulier, puis avec un pointage de 844. Fait que ta compétition du lendemain, steeple, était vraiment excellente. Là. Fait que déjà là, c'était fort. Ben, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte là-dedans. Premièrement, je pense que oui, je me débrouille mieux avec des haies que sur une surface plate parce que j'ai une certaine aisance puis que c'est pas tout le monde qui a cette aisance-là, donc ça fait que les points augmentent. Puis la deuxième chose, c'est que le steeple est toujours un peu biaisé là, dans les valeurs au niveau des pointages. Là, au niveau des points parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui participe à ces épreuves-là. Fait que ces points-là sont faits en fonction du top 100 mondial ou 150. Il faudrait aller voir le calcul exact qui est fait, mais des 2000 mètres steeple, c'est une course qui se court pratiquement jamais, donc la profondeur doit être vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que c'est ce qui fait qu'un temps pas si bon peut avoir un très, très bon pointage. Tandis si on compare à un 5000 mètres, il y a du monde qui court ça partout dans le monde, n'importe où. Fait que la profondeur est exceptionnelle. Fait que je pense que il y a ces deux aspects-là au niveau des points. Mais quand tu arrives dans les tops, là, ça reste assez comparable, mais quand tu descends,
ça devient un peu plus dur à évaluer, surtout au 2000 steeple, qui est comme encore moins couru que le 3000 steeple. Que le 3000, ouais. Ah, ben merci pour la rectification. Ouais. Puis, bon, j'allais faire juste un commentaire cave de genre, bon, tu te considères maintenant comme étant gracieux quand tu sautes les haies, mais ben, sûrement, parce que t'es quand même bon. T'es quand même bon. 2 secondes du standard olympique. Ben, c'est ça, à 2 secondes du Tu dois être standard assez olympique. gracieux. Si on regarde c'est ça, sur World Athletics, ben, ta meilleure performance techniquement, c'est ton mile que tu as fait tout récemment. Mais sur la piste de Boston, donc je dirais que c'est probablement ta plus grande performance World Athletics, c'est celle au 3000 steeple, justement, où tu étais à 2 secondes du standard olympique. 8,24,4 à Portland, 1147 points. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou tu es plus fier de ton mile ou tu es quand même d'accord avec cette affirmation? Je pense que ça a bugué pendant 2 secondes. Tu disais Oui. que Ben, dans le fond, ça valait 1147 points à Portland. ouais, exactement. Portland, 1147. Ton mile, 1148 pour ton mile à Boston. Mais parmi les deux, dirais-tu quand même c'est celle au steeple qui est ta plus forte ou pas? Ben là, moi, la première chose qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est que le 1148, il date de cet hiver. Puis Ouais, je pense qu'il faut juste attendre que je cours un steeple cet été. Puis c'est ça va ça. aller pas mal plus haut que 1147. Ouais. Mais l'autre chose, je pense que c'est sûr que le mile, les points IAS, c'est toujours une valeur qui est intéressante pour comparer d'une distance à l'autre, mais qui n'est pas non plus parfaite. Là, je pense que les deux se comparent, mais avec un mile en 3,58, tu fais pas grand-chose d'une carrière d'athlète, tandis qu'aux États-Unis, il y en a une pochetée qui vont courir ça, puis beaucoup. Tandis qu'un steeple en 8,24, tu rentres dans un club qui est un petit peu plus select. Là. Fait que clairement que au niveau là, de reconnaissance puis de gens qui sont capables de faire ça, mon 8,24 devient une meilleure performance puis quelque chose qui est beaucoup moins égalé là, que autant au niveau national qu'international de courir 8,24 que de courir 3,58 au mile. Ouais, ben c'est ça. Justement, ça augure bien, c'est ça, si on veut, ton 3,58. C'est ça, parce que ton temps au steeple, il date de 2021. Là, tu viens récemment de faire un superbe mile, mais c'est pas ta force. Selon toi, ta force, c'est vraiment dans plus autour du 3000. Puis s'il y a des haies, ben tant mieux. Ben ça va. Justement, là, on va parler des objectifs. On n'a pas encore parlé des courses, mais on va parler des courses. Mais là, ça nous mène un peu directement à qu'est-ce que tu vises présentement. Est-ce que là, dans le fond, tu vises les prochains Olympiques, ceux de France? Puis c'est quoi? C'est ça. Dans le fond, c'est quoi tes objectifs précisément dans l'avenir, plus ou moins dans les prochaines années? Quel standard tu t'attends à ce que ce soit pour le 3000 mètres steeple en 2024? Ben là, j'espère qu'ils vont pas leur baisser. Là, de 8,22, là, je pense que le plus bas qui a été dans les 20 dernières années, c'est à 8,20. Si je me trompe pas, il a déjà été à 8,20 pour les Jeux d'Athènes, mais je suis pas sûr. Donc 8,22, c'est dans les très très bas qu'il y a eu là, au niveau de World Athletics pour le 3000 mètres steeple. Mais pour vrai, avant de parler des Jeux de Paris de 2024, moi, je veux juste parler des mondiaux. Oui. Des mondiaux en Oregon là, cet été, donc à très très court terme. Là, mon but, ça va être de courir le standard pour les championnats du monde qui est le même que pour les Jeux olympiques, donc c'est 8,22. Donc ça va être d'essayer de faire ça cette année, puis d'aller finir 2 petites secondes là donc en bas du 8,22, puis de me classer pour aller à Eugene, en Oregon, qui est comme probablement une des plus belles villes pour l'athlétisme au monde. Là. C'est reconnu. De pouvoir courir en bas de 8,22 puis d'aller aux mondiaux, c'est ce qui m'attend là, dans les prochains mois. Puis là, c'est quasiment les prochaines semaines là, parce que ça va arriver très, très vite. Puis j'ai vraiment hâte là, de courir mon premier steeple de 2022. Fait que c'est ça l'objectif là, qui arrive présentement. Ben oui, non, ça doit être super excitant, les mondiaux à Eugene, Oregon, que je pense que c'est Tracktown USA, si je me trompe pas, avec une autre ville, son surnom, si on veut. C'est ça, c'est une ville qui vit pour la course, donc avec les mondiaux là. Donc, ton objectif, dans le fond, il faut juste aller chercher les 2 petites secondes, puis
en ce moment, avec ton niveau de forme, tu sembles être là. C'est à quelle compétition est-ce que tu pourrais aller chercher ça, ce 8-22? Là, présentement, j'ai 2 compétitions ciblées là, au steeple. Donc, ça va être mon premier, ça va être au New York City Trials of Mile, qui a lieu le 20 mai à New York. Puis mon deuxième, ça va être au Portland Track Festival là, le 10 juin, qui est la même compétition à laquelle j'avais couru 8-24 l'année précédente. Donc, présentement, c'est ces 2 compétitions-là qui sont ciblées. Puis, il va peut-être s'en rajouter quelques-unes là, en cours de route, mais disons que c'est le plan préétabli, c'est vraiment ces 2 courses-là qui arrivent. Cool, super. Puis bon, on va revenir parce qu'il y a d'autres performances assez intéressantes dont on veut parler. On va revenir un peu dans le passé à la dernière saison de cross. Tu mentionnais, c'est ça, saison historique. Encore une fois, des superbes performances. Fafard deuxième. Oui, c'était bien ça. Fafard deuxième, toi troisième, si je me trompe pas. Cette course-là, c'est ça. Les hommes qui l'emportent à la maison. Les femmes aussi, je crois qu'elles l'avaient emporté. Ouais. Donc, Ouais. puis c'est ça, je pense que j'avais entendu, c'était un doublé. Première fois que ça arrivait qu'une équipe gagne hommes et femmes cross-country universitaire à la maison, parce que dans le fond, c'était sur les plaines d'Abraham. Donc, une belle victoire pour les deux. Comment peux-tu juste nous décrire brièvement, c'était comment vivre ça, cette course-là? Est-ce qu'il y avait de la pression avant la course? Comment tu as vécu ça? Puis comment tu as vécu ta course un petit peu? Ben, je pense que c'était d'emblée, dès le début de l'année, là, on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial. Là. Donc, oui, il y a la course du 20 novembre là, qui était exceptionnelle, mais il y a tout le build-up du mois d'août-septembre qui nous amène jusque-là. Fait que l'énergie, puis les gens, puis l'équipe qu'on avait était clairement spéciale. Puis on savait qu'on avait la capacité de gagner. Puis arriver le jour de la course, puis être capable de livrer cette performance-là, alors qu'il y a pratiquement 3 ou 4 équipes là, qui peuvent rivaliser pour la tête, Oui. là, c'est toujours exceptionnel parce qu'il y a quand même une très grosse densité là, sur le circuit universitaire canadien. Fait que Oui. de livrer la performance puis de se dire, bon, ben on l'a fait puis ça a bien été, là, c'était vraiment un moment qui était fou. Puis je dirais le meilleur moment là, de ma carrière d'athlète, là, c'était exceptionnel Wow. de vivre ça à la maison devant nos familles, amis. Puis tout le build-up qui nous avait amené jusque-là, de se dire, OK, on commence l'année, on a les atouts, puis plus l'année avance, de se dire, OK, ça devient possible, puis de voir que l'entraînement va bien, que l'équipe se construit, puis autant on était quelques vétérans, mais c'était une équipe qui était quand même relativement jeune puis nouveau là, sur le circuit canadien, fait que de pouvoir là, bien performer, ça a été comme vraiment une grosse fierté, puis d'avoir été capable d'un peu ramener l'équipe, recentrer les gens qui étaient peut-être à leur premier championnat canadien, des gens qui avaient un peu moins d'expérience, puis de leur dire, bon, ben c'est aujourd'hui que ça arrive, là, ça c'était vraiment un travail là, que certains vétérans ont fait, là, moi y compris, puis ça a été comme vraiment, je pense, un point tournant, fait que c'était vraiment le build-up qui a amené à ça, qui était comme exceptionnel puis magique. Puis pour répondre à ta question, ben, le jour de la course, on est arrivé, puis je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Là. Autant Tom puis moi, on est parti dans le groupe de tête, on est resté là, puis ça s'est vraiment décidé. Là. On était 3 côte à côte, je pense, juste avant la côte, là, à peu près à 500 mètres de la fin. Puis La côte ça a donné descendante. que Ouais. Mitch Eubing, qui est le coureur de Guelph, qui a eu le meilleur sur nous. Est-ce que c'était une erreur tactique, une erreur de je sais pas quoi, mais rendu à ce niveau-là, là, tout a pu se passer. Fait que c'était vraiment une course qu'on a super bien effectuée. On connaissait le parcours, on était à la maison. Oui. On était capable de ne pas partir trop vite, de ne pas casser, alors qu'il y a des super bons athlètes qui auraient pu être dans le top 3 qui ont plus fini 8-9e à cause qu'ils étaient partis trop vite. Fait que d'avoir bien effectué, bien faire tout ce qu'on avait besoin, là, ça a été une très belle exécution là, cette journée-là aussi. Ouais, fait que dans le fond, tu dis il y avait un petit groupe d'athlètes qui sont comme partis un peu plus vite, puis vous les avez quand même laissés partir, ce qui est quand même, je sais pas à quel point c'est rare, mais je me semble que j'ai pas vu ça tant souvent de voir que le groupe de tête
partent un petit peu trop vite puis que les gens les laissent aller. Tu sais, des fois, c'est déjà arrivé, moi, j'ai fait ça, partir comme un cave, puis les autres ont réalisé que j'étais juste cave, puis après ça, ils m'ont rattrapé. Mais de voir un petit groupe de 2-3 coureurs quand même expérimentés, comme que tu disais, qui auraient pu finir dans le top 3, fait que vous vous êtes juste dit, non, c'est trop rapide, on les laisse aller, puis vous les avez rattrapés quelques kilomètres plus tard. Comment s'est passé ça? Bon, on les a pas vraiment laissés aller, dans le sens qu'on restait toujours en contact avec eux dans le peloton, mais on n'a pas pris, admettons, d'initiative ou dire. On savait clairement qu'on avait les capacités là, dans notre équipe pour gagner la course. Fait qu'on aurait pu se dire, bon, on part en avant, puis on va mener la course de A à Z, puis que ceux qui sont capables de nous suivre embarquent. Là. Mais ça n'aurait pas peut-être été la meilleure stratégie. Fait qu'on s'est comme juste mis dans le peloton, puis on a laissé les gens faire un peu leur course, tout en sachant que nous, on avait les capacités pour un peu reprendre puis retourner dans la tête par la suite. Fait qu'il y en a peut-être certains qui continuaient toujours à pousser puis à se dire je suis capable d'aller plus vite, je suis capable d'aller plus vite. Puis nous, on restait un peu patients à l'arrière en se disant on sait que le parcours est difficile, on sait que ça va venir le moment où il va falloir pousser. Fait que ça a été surtout ça de rester patient, intelligent, plus que de laisser le monde partir. Mais nous, on est comme toujours resté en contact en laissant les gens travailler alors que nous, on savait que le travail il venait plus tard dans la course. Ok, ils sont jamais détachés complètement, c'est juste, il y en a une couple qui se relayait en avant, ils se disaient, ah ouais, let's go, puis vous saviez, non, ce parcours-là, il est rough, vous l'avez vécu aux provinciaux, vous l'avez vécu Ouais. plein d'années auparavant, vous vous entraînez là plusieurs fois, j'imagine, donc vous le connaissez bien. Bon, avais-tu pris part aux nationaux par la suite dans des belles conditions? Celui-là, je pense que c'était à Ottawa. Ouais, ben oui, j'étais allé aux nationaux, puis ça a été aussi. Ça a été toute qu'une histoire, là, cette compétition-là. Là. J'ai été malade là, pendant la course, puis j'ai même perdu un soulier. Donc, c'était. Je dirais pas une course à oublier parce que j'ai quand même appris là, de ça au niveau autant de l'alimentation que de la préparation pré-course, mais ça a été pas une performance là, à se rappeler. Là. Je pense qu'après. J'étais parti déjà au début, j'avais pas une journée qui était exceptionnelle, mais disons que j'étais 10 ou 15e, puis j'ai comme couru avec un gars qui a fini 11e, puis je commençais à relancer la course jusqu'à ce que je perds un soulier, disons à peu près à 4 ou 5 kilos. Donc là, déjà, j'arrête, je remets mon soulier, fait que je perds peut-être une 10-15aine de positions. Oui. Je repars dans la course, puis là, de remonter puis de repartir tout ça, j'ai comme eu un genre de malaise gastrique qui était probablement dû par mon alimentation avant l'entraînement qui n'était pas optimale. Puis j'ai toujours été un peu sensible au niveau du ventre. Donc, il me semble qu'à 8 ou 8,5 kilos, j'ai été obligé d'arrêter sur le côté de la course, vomir une première fois. Une première? 500 mètres. Ouais. Oh non. J'ai revomi après un autre 5 ou 600 mètres. Puis j'ai finalement fini la course au jog, là, disons 30-35e. Là. Fait que c'était vraiment une journée plutôt laborieuse, mais où que ça m'a montré les limites de l'alimentation. Puis ça m'a fait aussi réaliser là, un peu toute l'importance de la préparation, autant alimentaire que de tout ça avant. Fait que, ça a été une course spéciale, disons, pour moi. De bien attacher, un apprentissage pour bien attacher ses souliers aussi. Aussi bien attaché, mais je pense qu'il a été suctionné dans un genre de puits de glace. Là. Okay. Oh God. Ouais, c'était comme un concours à la fois de chance et de circonstances que j'ai vraiment pas été chanceux, mais j'ai aussi mon blâme à prendre au niveau là, de peut-être la préparation pré-course que j'avais pas optimisé là, pour cette course-là. J'ai aimé une journée de laborieuse. Ouais, puis bon, tu mentionnais, tu as appris pour le côté alimentation. Sais-tu c'est quoi que tu avais pris qui t'a comme autant affecté? Ben, j'ai consulté justement des services de nutrition après pour voir un peu la préparation puis qu'est-ce qui pourrait optimiser là, mon ventre là, pour les courses comme ça. C'est sûr que les 10 km par rapport à des 3000 ou des 1500, c'est quand même différent. Au niveau gastrique, ça rebondit pas mal plus puis pendant plus longtemps. Fait que
pense qu'il y a 2 choses là, que j'ai beaucoup modifiées dernièrement puis que ça m'a aidé. C'était l'hydratation pré-course. On dirait que je voulais trop bien faire avant mes courses, donc je buvais trop d'eau. Fait que, par exemple, ou trop de liquide, là, par exemple, on peut boire, je sais pas moi, une gourde d'eau, une gourde de Gatorade, un café, puis ça s'accumule 1 litre, 2 litres, 2,5 litres. Fait que souvent, je finissais par trop bien boire. Puis la donnée que j'ai appris, c'est qu'on absorbe à peu près 500 à 800 millilitres d'eau à l'heure, de liquide à l'heure. Donc, c'est pas tant beaucoup que ça. Là. C'est à peu près un grand verre d'eau là, ou 2 petits verres d'eau. Fait que c'est vraiment pas tant que ça quand on y pense, là, surtout dans les heures qui mènent à la course. Fait que je pense que c'est la première chose. J'avais trop de liquide en moi qui avait besoin de sortir. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai appris que j'avais comme un peu des problèmes de reflux. Fait que quand je mangeais des choses plus acides, là, entre autres, je pense que j'avais mangé des tomates puis de la sauce tomate qui est quand même acide là, avant la course, que ça avait comme mal été puis ça avait eu besoin de sortir. Fait qu'il y a une combinaison de ces choses-là puis de trop de liquide qui m'a fait un peu prendre les moyens de me dire, bon, ben là, maintenant, j'ai une structure d'alimentation, disons, plus établie. Je sais que je mange souvent plus 5-6 heures avant plutôt que 3-4 heures avant une course, puis je vais prendre une collation très, très facile à digérer, là, que ça soit une tranche de pain avec quasiment rien dessus, puis je vais faire attention, pas de trucs d'acide, pas trop de produits laitiers, fait que avant, je me disais, je vais manger ce qui va m'avoir sous la main, mais là, maintenant, j'ai comme pris les moyens pour me dire, je vais avoir des choses, je vais toujours manger la même chose, puis c'est arrivé qu'une course à 8 heures le soir, mon repas, ça allait être un gruau, là. Fait que ça a été de me dire, ça, je sais que ça marche, je sais que je mange ça avec mes entraînements, puis que j'ai pas de misère, fait que de prendre toujours la même chose, faire attention à ce que je bois, ça a été vraiment ce que j'ai changé là, pour m'aider à ce niveau-là. Ah, c'est bon à savoir quand même pour l'absorption. Je connaissais pas ces chiffres-là, mais c'est vrai. Il faut pas abuser. Puis des fois, avec le stress, tu cherches à faire de quoi. Puis là, je vais en boire un peu, ça va m'aider. Mais c'est ça, faut que tu en boives. Faut que tu boives. Ce que tu bois, faut que tu l'absorbes avant ta course. Sinon, ça rebondit dans ton ventre. Exactement. Puis bon, on va avancer à tout récemment. Bon, il y a eu les provinciaux. Tu as eu plusieurs médailles aux provinciaux. Brièvement, veux-tu juste nous résumer ça, les championnats provinciaux universitaires d'athlétisme? Oui, championnat provincial d'athlétisme que j'ai fait pour la première fois de ma vie un 1000 mètres intérieur. Puis, c'est la première fois de ta vie? Oui, c'est la première fois que je faisais un 1000 mètres à l'intérieur. Puis ça a bien été. J'ai gagné la course par... me semble que c'était par 0.03 ou par 0.3. Oui. C'était très, très proche avec l'athlète de l'Université de Montréal dans la deuxième vague qui avait fait comme une course vraiment... qui avait fait une course, disons, un peu rapide là, en tête de sa vague, tandis que nous, ça s'est joué un peu plus stratégique. Il y a même eu du bousculage puis tout. Puis moi, je suis comme parti dans le dernier 600 mètres pour me dire, là j'ai comme radié au crime, c'est vrai. En fait, c'est mon coach qui m'a dit, là, il faut que vous partiez parce que la deuxième vague, ils vont vous battre, puis que j'ai comme fait un dernier 100 mètres vraiment vite, là, me semble, en une 24 ou une 23, puis que finalement, j'ai été capable de le battre tout rapidement. Fait que ça a été tout qu'un 1000 mètres. Puis au 1500 puis au 3000, j'ai gagné la médaille d'or aussi. Ça, c'est des courses plus stratégiques avec Matthew, l'athlète de l'Université McGill, qui avait des records personnels là, pratiquement égal à moi sur les deux distances. Fait que c'était cool d'avoir un compétiteur puis un gars qui est vraiment le fun à courir avec puis contre. Là, je trouvais que c'était le fun, c'était motivant là, de revenir dans ces courses-là qui sont plus stratégiques que juste des courses de temps. Là. Ça faisait pratiquement 2 ans qu'on n'avait pas fait ça, de dire, bon, là, on fait une course où la position est importante. Fait que d'aller racer puis de se dire, OK, ça va être peut-être plus stratégique que juste viser un temps. C'était cool. C'était une dynamique le fun avec des partenaires qui sont vraiment plaisants à courir contre. Oui, non, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Toutes les compétitions, d'habitude, c'est les vagues. Il y a plusieurs vagues en athlétisme. Donc, d'habitude, c'est les vagues les plus rapides qui vont en premier, sauf parce que tu as l'avantage de partir à une heure précise. Tu sais pas si, bon, il y a des retards dans les autres vagues, là, ça peut changer ton heure. Par contre, aux provinciaux, vous êtes la dernière vague, parce que ça vous donne l'avantage de, justement, si quelqu'un dans la deuxième vague a fait un bon temps, ben tu sais, là, tu peux te faire dire par ton coach, OK, là, ça va trop lentement, il faut accélérer. Puis de l'UTT de cela, mettons que ça a arrêté votre vague en premier,
peut-être t'aurais pu te faire avoir, puis bon, te faire avoir. Donc, c'est quand même, c'est bien que ton coach, Félix-Antoine Lapointe, était bien réveillé, puis vous a, c'est ça, t'as rappelé, hey, let's go, faut y aller. Puis c'est quand même intéressant de battre ça de finir aussi près, puis de gagner une belle petite médaille d'or à ton premier 1000 mètres intérieur. Puis bon, ensuite, t'as pris part au championnat canadien universitaire d'athlétisme avec des belles performances, des courses serrées. Raconte-nous tes courses, les courses auxquelles tu as pris part à ces championnats. Ben là, j'ai pris part aux 3 courses encore. Donc, j'ai Oui. fait 1000 mètres, 3000, 1500 dans cet ordre-là. Ça a commencé avec un 1000 mètres qui était, on pourrait dire, surprenant. Fait que j'ai pas super bien fait, là, mais je pense que j'ai terminé 10e ou 9e sur 12. Là, fait que c'était quand même loin de mes attentes. Mais je pense que ça a été surtout une course à laquelle je n'étais pas prêt mentalement et physiquement. Là. Autant le départ qui était très, très rapide sous un rythme que oui, je suis capable de faire à l'entraînement bien échauffé à la fin d'une course, mais c'était peut-être une filière à laquelle j'étais moins habitué. Là. Je pense que les gars en avant ont couru 2,22. Là, fait que de partir là, en 27 à peu près ou 28 aux 200 mètres les premiers tours puis de maintenir ça, là, ça a été comme vraiment surprenant. Puis j'étais pas prêt à ça. J'aurais peut-être pu mieux me préparer, mieux me dire bon, ça va partir vite, go, faut que tu pars. Mais on dirait que j'étais encore peut-être plus dans un mindset de 1500, 3000 où la dynamique est différente. Fait que c'est parti vraiment vite. Là, moi, je me suis dit, bon, ben là, je vais me mettre peut-être deuxième moitié de peloton, essayer de redépasser. Mais là, tout le monde accélérait, tout le monde voulait dépasser. Donc, ça a fini que bousculade, je me suis fait spiker, puis j'ai fini finalement à 10e là, avec une course un peu décevante. Puis là, l'enjeu, c'est qu'une heure et demie après, j'avais le 3000 mètres. Fait que de me dire, là, il faut faire le switch. Faut pas trop se remettre en doute. Faut se dire qu'on est en forme, mais c'est facile de se faire dire ça puis se le dire à soi-même, mais de le mettre en action, c'était difficile. Puis il faut aussi dire que j'avais eu la COVID une semaine avant, probablement des championnats provinciaux. Fait que tu l'as eu entre les deux compétitions? Oui, exactement. J'ai vraiment pas été beaucoup malade. Là. J'ai eu peut-être une demi-journée de mal de gorge, puis j'ai dormi... je me suis réveillé à 8h30 au lieu de 7h30 un matin, là, donc j'ai été très, très chanceux d'avoir... ça n'a pas eu d'impact sur ton entraînement? Ça n'a vraiment pas eu d'impact autant sur mon entraînement que sur les choses que j'avais à faire, là, mais c'était, disons, peut-être quelque chose qui me tournait dans le fond de la terre de me dire, bon, ben finalement, j'ai peut-être été malade. Là, je le sais pas, mais... fait que là, je me remettais en doute. Puis là, oh my God. J'étais allé prendre une marche. J'ai dit, je vais aller faire un tour du stade. Fait que là, je suis sorti du stade. J'étais allé faire un tour de marche du stade. C'était peut-être, je sais pas moi, 5-10 minutes. Puis là, je suis rentré dans le stade. Puis là, je me suis dit, OK, là, ça repart. Puis c'est un autre game. Fait que là, on se réchauffe, on part. Le 3000 mètres part. Puis là, après 1 kilo, là, je le savais que ça allait bien. Puis que je savais que c'était terminé puis que ça allait bien se passer. Fait que là, j'étais capable de couvrir tous les moves, de toujours me mettre à peu près dans le top 3. Puis quand Tom est parti à peu près à 800 mètres à faire, je me suis pas dit il est parti. Je me suis dit, crime, ça y est, ça y va. Puis let's go. Je l'ai accroché, ça a bien été. Je l'ai passé quand il restait à peu près 300 mètres à faire. Puis là, dans le dernier 100 mètres, j'ai comme décalé vers l'extérieur. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Probablement une erreur de débutant que j'ai faite. Puis Tom m'a finalement passé par l'intérieur. Fait que c'était un super finish. Mais c'était cool là, de racer avec Tom. Puis comme je disais, après, on s'entraîne ensemble à l'année longue. On fait les mêmes temps en entraînement. Ben, c'est ça. On finit tout ensemble. Donc, c'est pas surprenant qu'on finisse une compétition nez à nez comme ça. Là. Ouais. Fait que c'était une bonne preuve, puis c'était le fun pour notre groupe d'entraînement là, de faire une performance comme ça. Puis après ça, le lendemain, c'était le 1500 mètres. Faut dire qu'au 3000 mètres, j'avais déjà gagné la médaille d'or l'année d'avant. Oui. J'avais gagné une médaille d'argent l'autre année d'avant. Fait que c'était comme j'avais déjà gagné l'or, tandis qu'au 1500 mètres, j'avais gagné l'argent en 2019 puis l'argent en 2020. Fait que j'avais jamais gagné l'or au 1500 mètres. Fait que là, c'était de me dire, bon, ben là, c'est-tu là que ça se passe? Fait que là, la course part. Ça part quand même relativement vite, mais là, j'avais fait mon 1000 mètres, fait que j'étais habitué aux courses qui partent vite. Fait que je pars là, je reste là, je m'ajuste bien.
Puis finalement, là, dans le dernier 400 mètres, je pense que j'ai pris la tête. Puis je pars à l'avant. Puis dans le dernier 100 mètres, cette fois-là, j'ai pas décalé à l'extérieur. Je suis resté à l'intérieur. Puis j'ai finalement réussi à gagner là, par mon point 0,1. Fait que c'était un peu un apprentissage, là, vraiment un gros build-up toute cette fin de semaine-là. Autant le 1000 mètres, 3000 mètres jusqu'au 1500, de pouvoir gagner, de construire sur les courses précédentes qui avaient été un peu moins bien pour finaliser avec ça. Un peu la montagne russe d'émotions que j'avais vécue avec la déception, finalement réussi au 3000 pour après ça revenir au 1500. Là, c'était vraiment... je pense que ça témoigne là, d'une bonne résilience, mais aussi d'une bonne expérience, puis de n'avoir vu plusieurs courses pour être capable de réagir comme ça là, 3 fois dans la même fin de semaine. Ben oui, c'est débile. Quand tu penses, c'est ton deuxième 1000 mètres intérieur à vie. Puis, tu sais, d'habitude, je sais pas à quel point c'est stratégique d'habitude un 1000 mètres. Un 1500, ça l'est souvent. Un 3000, ça l'est souvent. Je sais pas trop pour les 1000, mais quand même que tu me dises ça part en 27-28 secondes, qui est très rapide, ça doit choquer. Puis là, de terminer 9 dixièmes, être boxed out, de la bousculade, tout ça. Puis là, tu te dis dans 1h30, j'ai le 3000 mètres que je veux performer. La pression doit être quand même immense. Là. S'il y en a qui ont... Ben, sûrement que la plupart des auditeurs sont jamais euh, été présents, du moins en tant qu'athlète, à des championnats canadiens universitaires. Il y a quand même toute une atmosphère. Tu sais. Bon, j'imagine qu'il n'y avait pas de spectateurs. Y avait-tu des spectateurs cette année? Oui, Ok, il y avait beaucoup de spectateurs. C'est une compétition ok, relativement normale. Là. Je ok, dirais qu'il y avait des masses dans la foule, mais les spectateurs, puis ok. c'était vraiment une ambiance là, Ouais. exceptionnelle. Là. C'était le fun de justement retourner dans cette ambiance-là. Là. Ouais, fait que justement, tu sais, c'est ça, il y a l'ambiance qui est là, puis là, aïe, aïe, dans 1h30, faut que je compétitionne sur 3000, puis c'est souffrant quand même, un 3000, là, tu sais. Fait que puis là, de juste sortir zone out, j'écoutais ça, c'était vraiment intéressant. Puis après ça, c'est ça, dans le 1500, de vouloir aller chercher l'or, d'aller le chercher, puis au moins cette fois-ci-là, tu t'es pas fait prendre, t'es bien resté à l'intérieur pour pas que personne te passe à l'intérieur, puis wow, non, super intéressant à entendre. Brièvement, juste un petit peu avant de conclure, puis peut-être qu'on aura quelques questions sur ton entraînement. On va juste retourner sur une de tes dernières courses aussi, de ton mile, justement. On en avait parlé, mais je voulais juste que tu nous relates un peu comment ça s'est passé, à quoi tu t'attendais dans cette course-là, puis comment ça s'est déroulé. Ben, je m'attendais à courir vite. Là. J'avais fait des entraînements vraiment bons, puis plus de vitesse là, cet hiver, là, des entraînements disons, plus spécifiques 800-1500 avec mon nouveau partenaire de vitesse, Vincent Duguay, là, pour ceux qui le connaissent, puis qu'on n'était pas habitués à s'entraîner ensemble. On a vraiment pris plaisir là, à faire des entraînements plus de vitesse à la piste ensemble cet hiver. Fait que je savais que j'avais un super bonne filière de vitesse, puis que j'étais prêt à courir vite, puis que en bas de 4 minutes était réalisable. Puis justement, je pense qu'on est passé sur un rythme à peu près de 2 minutes 30 là, ou 2 minutes 31 à 1000 mètres. Fait que c'était peut-être une seconde là, plus lent que ce qu'on aurait voulu. Puis finalement, j'ai été capable de terminer la course vraiment rapidement puis de finir là, pour faire 3,58. Fait que c'était comme, disons, une course qui était super bien effectuée. J'ai bien joué stratégiquement puis j'ai été capable de terminer fort. Fait que c'était pas une course, disons, qui était enlevante ou exceptionnelle à regarder, mais ça s'est bien passé. Puis, le chrono était là à la fin. Là, c'était peut-être moins spectacle que les courses stratégiques, mais c'était super. Puis je pense que l'entraînement a parlé de lui-même là, pendant cette course-là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est quand même, aux États-Unis, c'est tout un événement là, quand un athlète fait sous les 4 minutes au mètre. Peut-être au Québec, c'est un peu moins vu qu'on est on est plus dans le système métrique, mais dis-moi, ça reste quand même très impressionnant de faire sous les 4 minutes au mètre. Mais bon, comme tu dis, tu t'y attendais, tu savais que tu avais le potentiel, tu as exécuté, tu l'as eu. Mais oui, pour les personnes, allez voir sur la page du Rouge et Or les fins de course. Je sais pas si on peut les voir au complet quelque part, mais du moins les fins, on peut les voir sur la page du Rouge et Or. C'est vraiment des fins de course excitantes. Tu nous as donné un beau spectacle dans les deux cas.
Bon, avant qu'on se laisse, bon, on voulait juste te poser quelques questions, savoir côté entraînement, ça ressemble à quoi? Puis je sais que dans la vidéo, on avait vu, bon, on te voyait au gym en train de faire des squats avec des gros poids. Est-ce que c'était juste pour la vidéo ou tu fais ça dans ton entraînement aussi, dans ton entraînement musculaire? Non, là, moi, je suis un grand fan de la musculation puis de tout ce qui est entraînement en salle. Là. Ouais, On a un super préparateur physique à Québec, là, Charles Castonguay, qui travaille avec nous puis qui fait que c'est exceptionnel. Là. Donc, l'entraînement en salle, c'est 3 fois par semaine, là, normalement, pour moi. Fait ok, que c'est quand même assez omniprésent là, dans ma routine. Souvent, ça va être 2 séances, plus avec des poids, des charges, des squats, des fentes, des choses comme ça. Puis une séance, ça va être plus abdos, gainage. Puis des squats, là, je dirais que j'en fais pas mal à chaque fois que je vais au gym là, dans mes séances. Fait que c'est un exercice qui est très spécifique à la course à pied, puis qu'on peut avoir beaucoup de bénéfices là, surtout quand on veut aller chercher un peu de puissance, puis être capable d'accélérer, puis aussi au steeple ou la ouais, composante de franchir les haies, de exact. propulser quand même importante. Là, je pense que c'est super pertinent. Puis je sais qu'il y a comme des mentalités différentes en course à pied, mais je pense que la musculation, là, elle a vraiment avoir sa place. Là, puis plus que la musculation, il y a tous les exercices de renforcement, d'étirement puis de correctif que moi, disons que c'est la moitié, voire 60% de ma routine de musculation. Là. Ça va toujours commencer avec des exercices pour étirer, corriger, puis préparer les muscles, puis que le reste, 40%, ça va être les gros exercices avec des charges là, de squat, de fente, mais c'est tout le cheminement qui t'amène à faire ça. Au début, tu passes par des exercices plus faciles, des exercices d'ajustement pour pas juste dire je vais aller au gym, je vais faire des squats, je vais forcer tout croche, puis je vais me blesser autrement. Là. Fait que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup avant justement de pouvoir me rendre à mettre des poids pour faire des gros squats, puis je Mhm. m'étais chauffé pendant 40 minutes là, avant de pouvoir faire ça. Fait que je pense que si on a quelque chose à prioriser, ça va être les exercices de renforcement, les exercices d'étirement. Puis si jamais Ok. on veut justement s'améliorer vraiment en course à pied, puis qu'on se dit, bon, mais crime, je sens que je cours bien, que je suis droit, je suis bien gainé, ben, le petit plus à rajouter, ça va être les exercices avec charge, mais c'est comme, c'est quand tu es vraiment rendu stable, puis tu sais que tu es capable de le faire, là, pas n'importe qui pourrait le faire. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Juste des squats avec une barre, même pas, tu sais, une barre, même pas de poids. Juste ça, la technique, en tout cas, c'est difficile. Puis bon, j'imagine qu'il y a d'autres coureurs aussi qui ont un peu de misère. Mais bon, pour un steeple chaser, pour qui la technique, c'est quand même assez important, je suis pas surpris que ça ait son importance à tes yeux aussi. Puis ça ressemble à quoi un petit peu ton millage ces temps-ci? Des 100, 120 kilos. Je dirais que c'est ça, ça environne entre ces deux valeurs-là. Là. Disons, 120, ça va être mes plus grosses semaines qui vont arriver une fois ou deux par build-up, là, une fois en cross, une fois pendant l'hiver, puis une fois au début de l'été. Puis je dirais que j'environne plus entre 100 et 110 là, ces Ok. temps-ci. Puis, tu sais, j'aime plus travailler, moi, avec des moyennes, disons, par mois. Fait que, tu Ok. sais, oui, je calcule mes kilos en kilomètres par semaine, mais je le sais que j'essaye d'averager à peu près une centaine de kilomètres par semaine dans le mois. En Fait que, moyenne, il va y ouais. avoir des semaines à 110, des semaines à 95, des semaines à 105 pour qu'au bout du compte, ça donne tout à peu près 100 ou un petit peu en haut de 100. Fait que je pense que c'est là que je me situe, puis c'est là que je sens que je suis en forme pas quand ça fait une semaine de 110 kilos que je fais, mais quand ça fait 3, 4, 5 semaines que la moyenne va donner 100 kilos, que là, je me dis, OK, là, le travail a été fait, puis je sens que je peux commencer à faire des choses plus spécifiques à mes épreuves. OK. Cool. Mathieu, avais-tu d'autres Ouais, questions? ben, as-tu déjà été blessé à cause Oui, de la course? oui. As-tu manqué une période d'entraînement? Ou, J'ai manqué, disons, la plus grande période que j'ai toujours eu des petits bobos, ouais, mal aux genoux, mal à la bandelette, mal au ouais. périostite qui m'ont arrêté peut-être des 2, 3 jours, mais jamais que c'était dramatique. La plus grande période que j'ai manqué, c'est vraiment à cause de mes tendons d'Achille là, au OK. printemps puis l'hiver passé. Là, on avait fait beaucoup Ok. d'entraînement sur le terrain synthétique à l'intérieur parce qu'on n'avait pas vraiment accès à des pistes. Puis Ça, c'était plus c'est difficile. C'est que rough. ça, je pense, ça a été difficile là, pour les tendons. Puis Ouais. j'avais
augmenté ma charge d'entraînement parce qu'on compétitionnait moins. Fait qu'on se disait, bon, on va s'entraîner, mais ça a été peut-être un petit revers là, d'avoir un petit. Après ça, j'ai été arrêté là, pratiquement peut-être une semaine, 10 jours, une semaine d'arrêt complet, puis après ça, un retour le plus progressif. Puis cette douleur-là est revenue pendant l'été, là, justement, ce qui a compliqué, disons-le, là, ma qualification après ça. Ben, ma tentative de qualification pour les Jeux, là, parce qu'après avoir couru 8,24, c'était quand même assez douloureux, puis c'était difficile. Puis, tu sais, ça m'a suivi pendant la saison de cross, puis pendant l'hiver, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup d'exercices, beaucoup de renforcement. Puis là, disons que c'est très, très bien guéri, ou presque parti, disons-le ainsi, mais c'est pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis il y en a eu beaucoup d'exercices au gym là, pour que ça parte, là, pour que ça revienne pas, là, justement. Est-ce que tu dirais que c'est un peu pour ça que tu t'entraînes autant musculairement, renforcement, tout ça, pour corriger les, comme tu disais, petits problèmes de bandelettes, de genoux, puis là, les tendons? Ouais. Ben, je pense que la muscu, là, ça a deux bénéfices. Puis pour la majorité des gens, le bénéfice premier, ça va être pour limiter les blessures, là, dans le sens que ça va être. Tu travailles des muscles que tu n'as pas tendance à activer en course à pied parce qu'on retravaille toujours dans ses défauts, puis on est bien dans ses vieilles bobettes, fait qu'on va toujours refaire les mêmes affaires, puis on va pas s'améliorer, tandis qu'en muscu, tu vas vraiment les solliciter puis les travailler. Fait que ça, c'est la composante principale puis la plus importante, là, quant à moi, de la musculation. Fait que c'est pour ça que, comme je disais tantôt, qu'en muscu, tu n'es pas obligé d'aller faire des squats puis des grosses fentes. Ça c'est pas ça qui va t'empêcher de te blesser. C'est plus tous les petits exercices là, de fessiers, d'étirement qui vont empêcher puis qui ont beaucoup plus de bénéfices. Puis quand tu es vraiment rendu au niveau de te dire, bon, ben, mon corps va bien, je ne suis pas trop blessé, ben la muscu, ça va donner le petit plus là, au niveau musculaire, de peut-être le kick de fin de course ou la capacité d'être capable de dépasser puis mieux de réagir là, à certains niveaux. C'est le fun. Ces petits exercices dont tu parles, ben, c'est ceux qui sont les plus accessibles. Je pense qu'on peut faire un peu chez soi. D'ailleurs, allez voir les vidéos de Catherine Gagné, kinésiologue, si jamais vous cherchez des exercices comme ça à faire. Puis, bon, avant de conclure ça, tu es un athlète New Balance, si je me trompe pas. Donc, sponsorisé par New Balance. Est-ce que tu as d'autres commanditaires que tu voulais mentionner qui te supportent dans ton parcours? Maintenant, je pense que tu as le Carding Athletics Canada, si je ne me trompe pas, ou du moins Relève. Ouais, ben, c'est sûr que moi, je suis identifié là, par Athletics Canada pour le brevet. Là. Comme je disais tantôt, là, ça, c'est un programme qui est multisport, là, qui est dans tous les sports au niveau du Canada, puis qui ont un certain quota par fédération nationale. Puis moi, au Canada, là, Athletics Canada nous supporte par l'entremise de Sport Canada. Puis sinon, les autres gens là, commanditaires, moi, j'ai la clinique du PEPS qui me supporte là, pour tout ce qui est physio, masso, support, là, plus médico-sportifs qui sont très proches de mon milieu d'entraînement, puis c'est les tops, puis ils sont les meilleurs. Puis après ça, il y a le ESQL, là, qui est l'entreprise de sport de haut niveau qui nous aide avec l'accès à plus des services de préparation sportive, de récupération, puis qui travaille aussi en communion là, avec le Centre d'haute performance à Québec, la Fédération québécoise d'athlétisme, qui, eux, sont comme un peu toute la structure qui nous encadre, là, notre groupe d'entraînement à Québec, là, qui sont vraiment les gens majeurs. Puis, c'est sûr que les commanditaires, c'est une chose, mais le plus important, c'est l'équipe. Là, fait que préparateur physique, coach, Félix-Antoine, Charles Cassonguay, qui sont exceptionnels. Ma physio, Véro, qui est exceptionnel à PCN, qui me garde en un morceau. Mon masso, Michel, qui travaille à la clinique du PEPS, qui est super. Puis finalement, tu sais, je pense que le plus important, c'est le groupe d'entraînement et les gens avec qui on s'entraîne. Là. Vous avez eu la chance de parler à Tom l'autre jour, qui est un de mes partenaires d'entraînement principal. Puis sinon, Jonathan Tedeschi, qui est disons, le gars avec qui je fais le plus de rides de bus pour me rendre à l'entraînement, les warm-up et tout. Donc, c'est trippant. Puis Nick Morin, qui est un gars avec qui j'ai commencé à courir là, quand j'ai commencé en 2016-2017. Puis on se suit toujours depuis ce temps-là. Puis c'est rare qu'on ne fait pas 3 ou 4 jogs par semaine ensemble. Fait que d'avoir tout ce monde-là autour de moi, je pense que c'est vraiment la clé
à bien Ouais, progresser là, dans ce c'est milieu. extrêmement motivant. Toute une équipe derrière cet athlète. Ça prend. C'est quoi déjà l'expression? Il faut une famille pour faire un. Ok, Un village. un village, oui. Faut un village Ouais, pour Ça prend un faire village pour élever un enfant. pour élever un c'est enfant. ça. Mais là, c'est pour élever peut-être un Olympien. Donc, C'est ça. un Olympien ou du moins participant au championnat du monde si tout va bien, si la forme peut rester puis qu'elle peut se transposer dans une course prochainement, ben on va te souhaiter des bonnes courses dans les prochains mois. On va suivre tes résultats avec ardeur. Bon, en tout cas, on va regarder ça puis avec intérêt pour voir si tu peux aller te chercher ton 8,22 pour te qualifier pour les mondiaux qui ça tombe bien. Ils sont à Tracktown USA cette année. Merci beaucoup, Jean-Simon, de nous donner ton temps. Merci. On est extrêmement chanceux au podcast Le Monde de la course d'avoir des athlètes de haut niveau qui nous donnent de leur temps pendant qu'ils sont en camp d'entraînement à Flagstaff, en Arizona ou ailleurs. Des fois, on a peut-être d'autres qu'on a eu à d'autres camps d'entraînement. Mais bref, c'est une grande chance qu'on a pour en apprendre sur vos courses, comment ça se passe dans votre tête quand vous courez ces temps de fou. Puis c'est ça, d'en apprendre sur la recette un petit peu, avoir des petits morceaux, même si on n'aura peut-être pas tout, mais du moins des petits morceaux pour savoir qu'est-ce que ça prend. Donc merci beaucoup Jean-Simon de nous avoir donné de ton temps et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.